Donc, pour revenir sur le premier critère du fond, donc chez les Canaries, donc le départ, le point zéro, c'est toujours les Canaries. Encore une fois, en fait, l'histoire de la mutation chez le chardonnay, elle date d'hier, hein, alors que le canari est déjà passé avant nous, d'autres, les tarins aussi sont déjà passés avant nous, donc il faut profiter de l'histoire des mutations chez ces oiseaux-là, en fait, ces espèces-là, en fait, pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement chez le chardonnay. Donc le fond chez le canari, on a dit que le fond, il existe un fond blanc, un fond jaune, un fond rouge. Encore une fois, le rouge chez le canari n'est pas du tout le rouge chez le chardonnay, c'est un effet optique. Chez le chardonnay, il va exister deux types de fonds seulement. Il va exister un fond qui est blanc avec uniquement le jaune sur les parallèles. Et c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent d'une feuille blanche avec uniquement deux rubans jaunes. Chez les canaris, ça se traduisait en fait par le mosaïque, le canari lipo-mosaïque jaune. Il va aussi exister un autre fond chez le chardonnay, c'est le jaune intégral. C'est une mutation, mais c'est une couleur de fond. Donc ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire en fait sur une feuille intégralement jaune. L'équivalent, c'est le canari jaune en canariculture. Donc le fond chez le chardonnay, c'est une feuille vierge. On n'a rien dessiné dessus. Elle ne prend pas en compte la couleur du masque, elle ne prend pas en compte la couleur des pigments bruns, elle ne prend pas en compte la couleur des pigments noirs. Donc le fond chez le chardonnay, c'est la couleur blanche, ça veut dire absence de pigments, ou la couleur jaune, ça veut dire des pigments d'origine. C'est des pigments d'origine. Donc il faut retenir que la couleur du fond chez le chardonnay, quand il est un chardonnay sans mutation, c'est blanc avec du jaune. Et de toute façon, comment voir la couleur de fond d'un oiseau? Il faut lui appliquer une panachure à 100%. Donc les panachés blancs aux yeux noirs, aux yeux rouges, c'est de la panachure à 100%. En fait, c'est ce que je tiens dans ma main ici. Et puis j'avais son frère, alors il avait quelques pigments de rouge, mais en fait c'est la même chose. C'est un chardonnay blanc aux yeux rouges, aux yeux noirs, je ne me rappelle plus. Mais il était en plus de ça, en fait, jaune. Donc ça, c'est les deux types de fond chez le chardonnay. Une fois qu'on a le fond, il faut bien dessiner quelque chose sur le fond, c'est des pigments mélaniques. Donc la Et- mélanine. Oui, Emin, ouais, donc c'est ça, ouais. Donc, comme il expliquait Emin, en fait, pour vulgariser, en gros, un chardonneret, on pourrait le comparer plus ou moins à un canari mosaïque jaune, en fait. Puisque on voit qu'il a parfois, bon là on le voit pas sur la photo, mais sur certains spécimens, il peut avoir aussi sur un blanc aux yeux noirs, qui va avoir la couleur dorsale, qui va avoir du jaune qui va ressortir, et sur certains spécimens aussi sur la poitrine. Et c'est vrai qu'on pourrait plus ou moins le comparer avec un canari d'hypochrome mosaïque jaune, mais le chardonneret va conserver quand même, comme expliquait Emile, un petit peu son masque qui est particulier chez le chardonneret, qui va être rouge, mais que la couleur n'est pas réellement rouge. Voilà. exactement. Donc ensuite, une fois qu'on a parlé du fond, on va parler de la mélanine. La mélanine, c'est quoi? C'est l'encre. C'est deux couleurs d'encre qu'on va utiliser pour écrire sur les deux feuilles qu'on avait définies tout à l'heure comme étant un fond. Donc la mélanine, c'est des pigments soit noirs, soit bruns. Donc il existe un type de mélanine qu'on va appeler le mélanine noir. C'est quoi? C'est des pigments noirs qui vont s'installer dans le centre de la plume. Donc je vous ai dessiné une plume avec des points en fait noirs, gris à l'intérieur. Donc ça, ce type de mélanine, on va l'appeler le mélanine noir. Il existe exactement la même chose, mais avec des pigments bruns, qu'on va appeler le mélanine brune. Des pigments bruns qui vont s'installer en fait dans le centre de la plume. Ça va donner cet aspect-là. Et il va aussi exister un troisième type de mélanine qu'on va appeler la phéomélanine, et celle-ci, elle n'existe qu'en brun. Elle n'existe pas en rouge. Et elle va s'installer où? Par rapport aux deux autres, elle va s'installer sur la périphérie. Donc souvent, elle va s'installer au bout de la plume. Mais ça dépend en fait de la forme de la plume. Sur du duvet, elle va surtout se voir dans la partie supérieure. Et sur d'autres types de plumes, ça va se voir un peu sur la périphérie, la partie latérale. D'accord? Et vous allez me dire comment distinguer. Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît, si vous pouvez le désactiver. Donc, comment distinguer le mélanine noir et le mélanine brune? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous ai mis le mélanine noir dans la calotte ici. Donc, ce sujet-là à gauche, il a une calotte noire, c'est le mélanine noir. Ce sujet
à droite, il a de l'eumélanine brune. Vous voyez très bien que le dessin n'est pas du tout le même et l'intensité des couleurs n'est pas la même. Ou bien sur les ailes. Donc celui-ci, on est dans le cas de cette plume-là. Vous voyez ma souris à distance ou pas? Oui, oui, on voit la Bien. souris, hein, on le voit, Ok. ouais. Ouais. Donc du coup, les ailes et la queue, à gauche, on est dans ce cas-là, le mélanine noir. Et à droite, le mélanine brune, on est dans ce. Une fois que vous avez vu le premier cas pour distinguer le mélanine noir, le mélanine brune, donc à partir de là, vous ne pouvez plus vous tromper en fait sur le mélanine. Et c'était mon cas. Il y a 15 ans, je ne savais pas distinguer en fait le mélanine noir et brune. Une fois qu'on me l'a expliqué, je ne me suis plus trompé derrière. Et la phéomélanine, c'est quoi? Ben, en fait, c'est ces couleurs-là que vous voyez sur le dos. Ces couleurs-là. On le voit aussi sur le brun. En fait, ici, là, dans les perles, ce qu'on appelle les perles, c'est aussi de la phéomélanine. Comme elle s'installe au bout, dans le bout des plumes. Ici, là, c'est de la phéomélanine. La phéomélanine, par contre, l'intérieur de la plume, c'est de l'eumélanine. Et on voit très bien que la phéomélanine du brun, elle est beaucoup plus pure et plus propre que la phéomélanine du classique. Pourquoi? Parce que la sous-plume du brun, elle est brune et la sous-plume du classique, elle est noire. C'est pour ça qu'elle est parasitée en fait par la sous-plume qui est un peu noire. Et ben ce chapitre-là de la mélanine, c'est quoi par rapport au fond de tout à l'heure? Bah en fait c'est l'encre. On va écrire avec de l'encre brun et de l'encre noire en fait sur ces feuilles-là, ce qui va donner en fait toutes les déclinaisons des mutations. Encore une fois, on va aborder uniquement les mutations liées au sexe, de base liées au sexe. On va pas aborder les autres mutations. Donc on a vu le fond, on a vu la mélanine. La forme de la plume joue un rôle dans la distribution en fait, des couleurs. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, l'ADN va ordonner aux plumes de duvet d'être petites, souples, larges et soyeuses. En fait, c'est parce qu'elles ont un objectif de protéger l'oiseau, de l'isoler. Voilà, c'est un manteau plumaire. Alors que les plumes d'envol, elles ont tendance, c'est ça le duvet, pardon. Donc le duvet, la forme des plumes de duvet fait ressortir plutôt la phéomélanine, c'est le brun qu'on voit au bout. Donc le brun qu'on voit au bout, en fait, on ne le voit pas au hasard, c'est parce que la forme de la plume fait ressortir cette couleur-là. Alors que les plumes d'envol, on le voit légèrement ici. Ici, on le voit légèrement. Donc ça, c'est les couvertures primaires et secondaires. Mais par contre, sur les rémiges ou les rectrices, on voit plus de phéomélanine, mais on va voir le mélanine noir. Donc la forme de la plume joue sur quelle mélanine, quelle couleur on va voir nous avec nos yeux. Donc la forme de la plume, c'est le type de plume. Le plume de duvet, sa structure et sa taille va ressortir plutôt l'effet de la phéomélanine. C'est pour ça le dos du chardonneret était brun, la poitrine et les flancs étaient bruns. Et la plume d'envol, elle va surtout faire ressortir le mélanine. Donc chez le classique de tout à l'heure, c'est noir. Mais vous voyez très bien que si je prends un fond et la même mélanine, et que je change la forme de mon produit, en fait, je ne parle plus du même produit. Donc ces deux feuilles-là, c'est le même fond, c'est la même mélanine, mais par contre, ce n'est pas le même produit final. Pourquoi? Parce que j'ai changé la forme, j'ai changé le type de plume. Exactement, ici c'est la même chose. Je suis sur un fond jaune, j'ai écrit exactement les mêmes lettres avec les deux mêmes mélanines, mais je me retrouve avec deux produits finaux qui sont différents parce que la forme de ma plume est différente. Donc le travail de la mutation va se baser sur trois choses, trois critères. Le fond, il faut savoir identifier le fond de votre oiseau, il faut savoir identifier le type de mélanine de votre oiseau, il faut savoir décoder les couleurs que vous avez sur les jeunes en fonction du type de plume que vous avez. Et encore une fois, la qualité de nutriments joue sur la qualité de la mélanine et cette kératine, pardon, et cette kératine va faire ressortir, va mettre en valeur les couleurs, que ce soit qu'elles viennent des caroténoïdes ou qu'elles viennent de la mélanine. Est-ce que jusque-là déjà, avant de passer sur la vraie biologie, est-ce qu'il y a des questions sur Tu le as vu, fond? Emin, là, comment ça s'appelle, bon, on a remarqué, bon, après, peut-être aussi tu as dû remarquer, tu as vu les oiseaux qu'ils soient à l'extérieur et Mhm. qui, voilà, ils vont profiter un petit peu du soleil, etc. On va sentir qu'ils vont être beaucoup plus lumineux et au niveau de la mélanine, beaucoup plus, on va dire, un peu plus foncé, les masques un peu plus rouges que ceux qui sont à l'intérieur sous lumière artificielle. Mm.
Alors, alors, ce phénomène-là, il a été étudié chez les moineaux domestiques, il a été étudié aussi chez la linotte mélodieuse. Pourquoi la linotte mélodieuse dans la nature? Elle garde une poitrine bien rouge, et quand elle arrive en fait dans l'élevage, en fait, on n'arrive pas à garder le front rouge et la poitrine rouge. En fait, les oiseaux dans les volières extérieures, ou en général les oiseaux qui sont exposés en fait à la lumière du jour, c'est des UVA, des UVB, ça agresse les barbes, ça agresse la plume. Il faut savoir que la nature, elle a équipé les oiseaux d'une glande uripigienne qui est derrière, elle est au niveau du croupion, elle est entre la rectrice et le dos. Cette glande uripigienne, elle a comme rôle de produire une sorte de graisse, une sorte de laque pour protéger les plumes de l'agression des UVA, des UVB. Les gens ils pensent que les UVA, les UVB, c'est tout bénéf pour les oiseaux. Non. Les oiseaux dans la nature, ils managent en fait cette exposition aux UV. Mais quand une volière elle est exposée H24 en fait aux UV et que l'oiseau n'arrive pas à s'abriter, etc., ça abîme ses plumes. Donc ces plumes vont s'abîmer beaucoup plus vite que en fait normalement. Donc les UV, ils vont user la pointe des barbes, et souvent la pointe des barbes, en fait, elle est blanche, la partie blanche, elle disparaît, et ça fait ressortir, en fait, je vais revenir sur une slide qui était un peu plus intéressante, voilà. En fait, imaginons que le masque, il avait quelques points blancs. Les points blancs, c'est quoi? Il y a une barbe qui est trop longue, elle est dépigmentée. Donc imaginons que le masque, il a quelques points qui sont blancs, et l'oiseau, en fait, il est dans la nature. Les UV, ils viennent brûler le dépassement en fait des barbes qui est blanc, bah ça use. Que ça soit l'usure mécanique parce que l'oiseau en fait il se gratte contre les objets dans la nature, l'usure liée aux UVA, UVB, la couleur de l'oiseau devient plus belle parce que les imperfections ont été supprimées en fait naturellement via les rayons de soleil ou via en fait juste la nature parce que l'oiseau en fait dans la nature il se gratte souvent contre les roches, contre les branches, contre tout objet alors que dans l'élevage on a tellement pris soin de nos oiseaux dans l'élevage que, en fait, on a oublié un aspect qui existe dans la nature, c'est justement les éléments abrasifs. Les éléments abrasifs, en fait, permettent aux oiseaux d'entretenir leur partie cornée, entretenir leurs plumes, s'entretenir tout court. Donc aujourd'hui, quand on rentre dans un élevage, tout est lisse. Tout est fait à base d'aluminium, tout est fait à base de PVC. En fait, l'oiseau n'a pas de quoi entretenir en fait ses parties cornées et ses plumes. Donc la nature, elle est bien faite. Les UVA, les UVB suppriment ces imperfections de pigments de telle façon en fait à ce que l'oiseau il soit naturellement plus beau. Et Amine, donc, excuse-moi, ouais, tu vas avoir une question de Eddie. mhm, Eddie, tu peux poser ta question. Oui, c'était pour en revenir à cette fameuse glande dont vous parliez. mhm, Moi, je prends en exemple mes perroquets. J'ai remarqué que souvent, en leur passant, en les caressant, en passant la main sous leurs plumes, au niveau de leur duvet et tout ça, je sentais comme si c'était un petit peu gras en fait. Et c'est pas de cette glande que ça provient, ça exactement? si. En fait, cette glande-là, c'est le premier endroit de l'oiseau qui va s'engraisser. Encore une fois, dans l'élevage, on a beaucoup de mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes, on copie, on colle, on copie, on colle. Aujourd'hui, pour regarder si un oiseau il est gras ou pas avant la reproduction, qu'est-ce qu'on va faire? On va le retourner, on va souffler autour de l'abdomen. Alors que non. Le premier endroit qui s'engraisse chez l'oiseau, c'est la glande uripigienne. Il y a des gens qui savaient même pas ce que c'était une glande uripigienne et qu'elle existait chez l'oiseau. Donc les oiseaux dans la nature, ils exposent souvent, ils vont lever en fait les plumes pour que la glande puisse prendre un peu du VA, du VB. Ça fait transpirer cette glande-là. Ils vont se gratter. Vous avez déjà vu dans votre élevage, les oiseaux se grattent souvent le croupion et après ils vont lisser en fait les plumes d'envol. Ils vont aller chercher le gras dans la glande uripigienne et ils vont l'étaler sur les barbes et sur les plumes d'envol parce que les plumes d'envol sont importantes chez les oiseaux. Ils se déplacent avec ça, donc ils vont les entretenir. Et une plume, il faut comprendre qu'une plume chez l'oiseau, elle est faite pour durer 365 jours. Au bout de 365 jours,
En fait, la plume n'a plus de rôle. En fait, elle va tomber systématiquement. La peau, elle va l'éjecter parce qu'il y a un autre bourgeon folliculaire qui va pousser. Donc, la fonction d'une plume, que ça soit d'envol ou du duvet, elle va durer 1 an. Après 1 an, en fait, la plume, elle est usée. Mais si nous, on use les plumes, on fait en sorte que l'oiseau ait des plumes usées beaucoup plus tôt, prématurément, en fait, c'est pas bon pour l'oiseau. Il va le sentir, ça va le déséquilibrer. Ça va le déséquilibrer dans son quotidien. Donc oui, la glande uripygienne, elle va, quand l'oiseau il est trop gras, elle va libérer du gras, alors que dans la nature, en fait, il faut l'exposer au soleil pour qu'elle puisse en fait transpirer, pour qu'elle puisse suer. Ça répond à ta question? Oui, oui, ça répond tout à fait. Merci beaucoup en tout cas de la réponse. Par contre, il faut pas, cette glande, en fait, elle doit être grasse. Il ne faut pas, souvent, en fait, on est dans l'excès aussi, on veut tellement prendre soin de nos oiseaux, on va leur mettre le bain tous les jours avec du vinaigre blanc. Ça, c'est pas bon pour la glande. Ça dégraisse les plumes, mais les oiseaux, ils ont besoin d'avoir du gras, en fait, des plumes grasses. C'est eux qui engraissent, en fait, leurs plumes, parce que la poussière use, en fait, leurs plumes. Donc, juste pour revenir sur la forme des plumes. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la forme des plumes, sur la mélanine, sur le